Bonjour à tous. On va pouvoir commencer dans très peu de temps. J'attends encore que tout le monde se connecte peu à peu. Alors oui, le PowerPoint normalement sera disponible avec le replay qui sera, qui sera de manière un peu inaccoutumée disponible pour tous. Donc même les non-adhérents pourront avoir accès au replay de ce webinaire qui sera diffusé sur YouTube. Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est 18h. Bienvenue à tous. Merci de participer à ce 34e web atelier qui est organisé par la Fédération Patrimoine Environnement, qui sera sur la thématique de la protection des arbres, donc avec l'intervention de Monsieur Bonardo du CAUE 77 de Seine-et-Marne. Madame Touzé devait nous rejoindre, mais elle a eu un souci avec les embouteillages, donc voilà, pour l'instant, on va compter sur l'intervention de Monsieur Bonardo. Donc, en tout cas, Monsieur Bonardo va vous répondre sur les questions que vous pouvez vous poser au sujet de la protection des arbres. Donc, comment l'arbre est-il appréhendé par la loi? Les allées d'arbres bénéficient-elles du même degré de protection que les forêts? Quelles sont les protections juridiques existantes? Et également, comment bénéficier du label arbre remarquable, par exemple. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, vous êtes quasiment 300 inscrits, ce qui est beaucoup. Donc, on vous remercie de votre intérêt pour ce web atelier. Et on espère qu'on va pouvoir répondre au maximum à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Vous êtes déjà plus de 65 personnes connectées. N'hésitez pas, donc, comme vous le faites très bien, à tester l'espace de discussion qui se trouve en bas de votre écran, pardon, en nous disant donc, quelle association vous représentez, si vous en représentez une, voilà, d'où vous venez, si vous êtes un particulier. Voilà, c'est cet espace qui va vraiment vous permettre de poser toutes vos questions à la fin de l'intervention de Monsieur Bonardo. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous l'approprier. Donc, ce web atelier est organisé par la Fédération Patrimoine Environnement, qui est une association nationale reconnue d'utilité publique, qui est agréée pour la protection de l'environnement. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une fédération d'associations qui œuvre donc pour la protection des patrimoines et des paysages. Alors, sur les webinaires qu'on organise depuis 2021, ils sont gratuits et ils sont ouverts à tous. Donc, on vit principalement grâce à nos adhérents. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à adhérer ou à faire un don si l'atelier vous a intéressé. Donc, moi, je suis Blanche Courtois, je suis la juriste de la fédération et je remplace Madame Deboise pour tous ceux qui la connaissaient pour les prochains mois. J'animerai les web ateliers. Donc, n'hésitez pas à me solliciter à la suite de ce web atelier si vous avez besoin d'aide pour des conseils ou de l'aide dans la rédaction de courrier, la recherche de subventions, ou notamment pour un appui d'une structure nationale à vos démarches, notamment juridiques. Alors, quelques précisions sur le déroulement de ce web atelier. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Bonardo pendant un peu moins d'une heure. Et pendant l'intervention, donc, comme je le disais, vous pouvez poser vos questions par écrit en utilisant l'espace de discussion en bas de votre écran et je reprendrai vos questions à la suite de l'intervention lors du temps des questions-réponses. Donc, en attendant quelques actualités de notre fédération, donc pour les prochains web ateliers, le prochain va se dérouler mardi prochain, donc mardi 20 juin, donc aux mêmes horaires de 18h à 19h30. Et ce sera un web atelier qui portera sur les grands sites de France. Et on aura le plaisir d'écouter Madame Archambault, qui est la présidente du réseau Grands Sites de France. Donc les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être un web atelier très chouette et très intéressant. Autre événement qui arrive très bientôt, c'est les Journées du patrimoine de Pays des Moulins.
qui aura lieu donc le week-end prochain, du 23 au 25 juin, partout en France. La programmation est en ligne. Normalement, vous avez le lien qui vous est donné dans l'espace de discussion. Vous pouvez visualiser sur la carte en ligne des Journées de patrimoine de Pays des Moulins toutes les animations qui sont prévues à proximité de chez vous. Voilà, donc c'est vraiment un moment où vous allez pouvoir découvrir le patrimoine de pays et des traditions locales, des animations qui sont prévues spécialement pour ce week-end. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous est transmis. Dernière proposition, ce sont les journées juridiques du patrimoine qui reviennent également le 14 novembre prochain, qui seront comme d'habitude à la Maison du Barreau de Paris et qui auront pour thème Retour vers le futur. Donc, je reviens à notre intervenant, donc Monsieur Bonardo, qui est arboriste forestier conseil au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne. Il va nous parler de la protection des arbres. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, moi, je suis forestier arboriste au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Seine-et-Marne. Ma collègue Ophélie Touzet, qui est juriste, va sans doute nous rejoindre en cours de séance. Donc voilà, les CAUE, en fait, c'est des associations, loi 1977, qui ont pour vocation de conseiller les communes, les particuliers, les professionnels, sur tous ces sujets, l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Et il y a à peu près dans tous les départements des CAUE. Le CAUE de Seine-et-Marne a la spécificité d'avoir depuis sa création un arboriste dans l'équipe. Initialement, il gérait les arbres de bord de route départementales et nationales. Et puis, au cours du temps, le poste a été conservé. Et depuis plusieurs années, nous travaillons beaucoup sur la législation qui permet de protéger les arbres hors forêt. On a la chance aussi de s'occuper de l'inventaire des arbres remarquables du département de Seine-et-Marne. Donc, on a essayé, dans un premier temps, de collecter l'information sur les codes qui parlent de l'arbre hors forêt, donc hors code forestier. En fait, on a identifié 13 codes dans lesquels on parle d'arbres qui sont en milieu urbain, en milieu rural, et qui ne sont pas suivis par le code forestier. Donc, ça peut être des arbres isolés, des groupements d'arbres, des bosquets, des alignements, etc. Voilà. Donc, voilà notre démarche. Alors, je vais vous parler déjà du fait qu'il n'y a pas de définition spécifique de l'arbre dans la législation française et la protection est très lacunaire en fait. Généralement, les arbres étaient considérés notamment pour tout ce qui concerne la proximité des réseaux routiers, des réseaux aériens, des réseaux souterrains, etc. Comme un perturbateur. Donc, souvent, les textes vont en contradiction avec la protection de l'arbre. Alors, heureusement, depuis quelques décennies, il y a eu des efforts de façon à ce que l'arbre soit mieux protégé, mais il y a encore des lacunes et il y a encore à progresser. C'est pour ça que l'on a travaillé avec un groupe d'une quarantaine de personnes avec des métiers très divers liés à l'arbre pour améliorer la législation. Et ça, je vous en parlerai en fin de séance. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que l'arbre a beaucoup de qualités en milieu urbain et en milieu rural. La première actuellement, celle qui est le plus mise en avant, c'est la lutte contre les îlots de chaleur. En effet, les arbres, grâce à leur ombre et grâce à l'évapotranspiration du feuillage, permettent de diminuer
de plusieurs degrés, on parle de 4 à 5 degrés, des zones qui sont très chaudes. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant avec le réchauffement climatique que l'on est en train de découvrir, de savoir que les arbres, s'ils sont groupés, s'ils sont assez nombreux, peuvent limiter les températures. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ce qui est important aussi et qui est essentiel, c'est que les arbres produisent de l'oxygène. Ça, on le sait, mais il faut le répéter. Ils sont vraiment essentiels pour la production d'oxygène et les organismes humains et animaux ne peuvent pas vivre sans oxygène. Autre intérêt, c'est qu'ils stockent le gaz carbonique dans leur bois. Donc ça, c'est vraiment important. On a beaucoup d'énergies fossiles qui sont utilisées et qui disséminent le carbone. Les arbres stockent le carbone dans leur bois, donc c'est assez important, c'est même essentiel. Ils sont intéressants aussi pour la gestion de l'eau, à savoir qu'en ville, les sols ont été pour beaucoup imperméabilisés et donc on récupère les eaux dans des canalisations, eaux qui doivent être traitées, etc., avant d'être relâchées dans la nature. Donc ça demande des infrastructures lourdes et les arbres, en fait, font le travail en puisant l'eau en puisant l'eau de pluie et en l'évapotranspirant. Donc, si le sol est filtrant, ça peut éviter justement d'avoir à faire toutes ces infrastructures qui sont lourdes, alors que l'arbre peut le faire. D'autre part, en campagne, il évite l'érosion, le ruissellement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ils sont intéressants aussi pour la santé. Il y a plusieurs études qui ont été faites pour montrer que dans des milieux arborés, en fait, les hommes se sentent mieux. Et il y a notamment des études qui ont montré que pour le traitement d'une même maladie, entre les patients qui avaient une vue sur un parc et d'autres qui avaient une vue sur une zone non végétalisée, en fait, les personnes qui ont vu sur le végétal, sur des grandes proportions, hein, sortaient 2-3 jours avant, étaient guéris 2-3 jours avant ceux qui n'ont pas de vue sur le végétal. Donc ça se comprend bien. En fait, l'homme, depuis qu'il existe, a toujours vécu dans un milieu ouvert, végétal. Ça fait que quelques siècles que l'on est en ville, dans des zones très urbanisées. Et donc, les gens ont besoin du végétal pour être bien. On s'en est aperçu aussi avec le confinement, un énorme boom de présence dans les parcs dès que les personnes, les urbains ont eu la possibilité de sortir. Donc, l'arbre est vraiment très, très important. Et puis, il y a bien sûr le côté esthétique à ne pas oublier. C'est vrai que c'est important d'avoir des villes agréables qui sont jolies. Autrefois, on parlait d'arbres d'ornement. En fait, il a beaucoup d'autres qualités qui sont à faire valoir en ville. Et pour toutes ces qualités que je viens d'exposer, et puis il y en a d'autres aussi, la biodiversité qui est pas notée dans le schéma, le fait de pouvoir faire rentrer la nature en ville, c'est vraiment intéressant, notamment pour des zones très urbanisées comme Paris. Il y a des gens, notamment des personnes âgées, des personnes pauvres qui ne peuvent pas sortir de la ville, qui restent en permanence dans la ville, et c'est bien pour elles d'avoir des marqueurs pour les saisons, de pouvoir voir le printemps, avec toute la faune associée, les oiseaux, etc., de façon à ce que les gens soient dans un cadre intéressant. Donc voilà, là, j'ai brossé le tableau que vous connaissez bien. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Ophélie, là, qui va vous exposer les points suivants. Merci, Augustin. Alors, je vais commencer avec l'article 671 du Code civil. Donc, cet article du Code institue en fait des distances de plantation. Pourquoi? Pour préserver les relations de voisinage, en fait, pour éviter tout conflit. Alors, il institue une distance de plantation de 2 mètres à partir du moment où l'arbre fait plus de 2 mètres.
et de 0,5 quand l'arbre est inférieur à 1 mètre, bon, ce qui est, pour moi, constitue plus un arbuste. Cependant, ce qui est bien, c'est que la disposition de l'article 671 du Code est supplétive, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique qu'en l'absence d'autres dispositions. Donc, vous avez par exemple les usages locaux, notamment les usages locaux parisiens. Dans la région parisienne, il y a une densité de population et d'urbanisation assez importante. Du coup, on peut réduire ces distances de plantation. Et notamment, les PLU peuvent préconiser de réduire les distances de plantation. Alors, comment calculer cette distance de plantation? Donc là, c'est Augustin, je te laisse faire la partie technique pour la mesure Voilà. des Donc, je vais prendre la distances. parole en tant que forestier. Donc, en fait, la législation donne cette distance de 2 mètres, mais elle ne précise pas à partir d'où mesurer cette distance. Donc là, c'est la jurisprudence qui est à prendre en compte. Donc, la distance doit être prise à partir du centre de l'arbre. Donc, volontairement, je vous ai mis sur la petite illustration un arbre incliné. Donc là, il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet. Si on est forestier, on a l'habitude de mesurer à 1,30 m. Si on est pépiniériste, on mesure à 1 mètre de haut. Et si on a une logique que je vais défendre là, on peut estimer que ce grand arbre que vous avez dessiné est en fait parti d'une graine, d'un gland ou d'une petite graine qui a germé. Donc, on peut imaginer que le centre de l'arbre est à prendre à sa base. Donc, ça, c'est mon interprétation, mais c'est souvent l'interprétation des experts. On peut tout à fait démontrer au juge que l'arbre, avant d'être gros, comme il est sur l'image, était tout petit au départ et en fait, son point initial de départ, c'était le centre à la base du tronc. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres paramètres à prendre en compte qui ne sont pas dessinés sur ce schéma, mais la distance, il faut la prendre aussi du côté de la ligne de séparative, de la limite de propriété. Donc là, il faut bien faire attention au fait que soit vous avez un mur mitoyen, donc dans ce cas-là, vous avez à prendre la moitié de l'épaisseur du mur, soit vous avez un mur qui est privatif, donc qui appartient, par exemple, au propriétaire de l'arbre. Donc là, vous mesurez l'épaisseur du mur plus la distance jusqu'au centre du tronc, ou alors un mur qui est privatif mais qui appartient au voisin. Donc là, vous mesurez la distance entre le centre de l'arbre et puis la bordure du mur. Voilà. Donc ça, c'est important parce que parfois, ça se joue à quelques centimètres et il faut mieux que les choses soient bien claires. D'autre part, la hauteur à prendre en compte, là aussi, c'est défini par la jurisprudence. Quand vous avez des terrains qui sont en pente, en montagne, sur des petites déclinaisons, il faut prendre la hauteur exacte de l'arbre entre son collet, la base du tronc, et la cime de l'arbre. Il ne s'agit pas de prendre la hauteur entre la base de la limite de propriété et le haut de l'arbre, si vous avez un petit arbre ou en partie basse, ou un grand arbre si on est dans la partie haute du terrain. Voilà. Donc ça, c'est bien défini. On prend exactement la hauteur de l'arbre. Donc là, Ophélie, on ne t'entend pas. Pardon, excusez-moi. Donc, en cas de non-respect de ces distances de plantation qui ont été instituées, qu'est-ce qu'il se passe? Soit il y a élagage de la partie qui se situe au-dessus des 2 mètres et les 2 mètres entre la ligne séparative des deux fonds et l'arbre, soit l'arbre est encore plus proche de la partie de la clôture, par exemple, et on arrache l'arbre. C'est le principe, mais tout principe connaît ses exceptions. Et l'article 672 en énonce 3. Je peux te laisser passer la diapositive. Merci. Alors, s'il existe un titre, qu'est-ce que c'est? C'est un accord de volonté entre deux parties, entre le voisin et vous-même. Vous mettez d'accord pour ne pas respecter les distances de plantation et ne pas tenter d'action contre le voisin le jour où il y a un conflit. Cet acte doit être passé devant le notaire, c'est un acte authentique. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de passer par ce biais-là. Autre exception, la destination du père de famille.
Concrètement, vous avez une propriété que vous revendez. Cette propriété est divisée en plusieurs lots. Il se trouve qu'il y a un arbre qui se trouve à peu près au milieu et qui, du coup, est à une distance inférieure de 2 mètres aux nouvelles limites de propriété. Dans ce cas-là, les nouveaux acquéreurs ne pourront pas demander au voisin d'arracher son arbre parce qu'il ne respecte pas les distances de plantation. Et enfin, troisième et dernière exception, la prescription trentenaire. Si ça fait plus de 30 ans que l'arbre dépasse des distances de plantation, fait plus de 2 mètres, et que le voisin n'a rien dit, n'a tenté aucune action, alors il ne peut plus prétendre à l'enlèvement de l'arbre. Il faut qu'il n'y ait eu aucune action, qu'un courrier échangé pendant cette période. Alors, autre article du Code civil, l'article 673. Donc, vous savez que le Code civil est ancien, il a été mis en place par Napoléon. Donc, le Code civil privilégie très largement le droit de propriété. Et en fait, cet article est vraiment pas en faveur de l'arbre, parce que, en fait, si un arbre est planté à la bonne distance, comme l'a signifié Ophélie, mais que ses branches et ses racines dépassent chez le voisin a la possibilité de demander au propriétaire de couper les branches en limite de propriété, comme c'est montré sur le photomontage que vous voyez à droite. Donc, même s'il s'agit d'un arbre remarquable, d'un arbre exceptionnel, l'article 673 peut s'appliquer et ça pose vraiment des problèmes liés à la santé de l'arbre. En fait, un arbre sur lequel on coupe des grosses branches, des branches de gros diamètre, va être altéré par des champignons qui mangent le bois et qui vont faire des cavités, qui vont vraiment altérer l'arbre. Et puis, il y a le côté esthétique, bien sûr. En ce qui concerne les racines, vous avez la propriété, vous avez la possibilité en tant que voisin de couper vous-même les racines en limite de propriété, sans rien demander à personne, et ça, bien sûr, au détriment de l'arbre. Alors, ce qui est vraiment gênant dans ce texte, c'est que si vous coupez les racines, évidemment, ça peut être des racines d'ancrage, et l'arbre peut basculer tout de suite s'il y a un grand coup de vent, ou plus tard, parce qu'en fait, c'est la même chose pour les racines que pour les branches, si la racine, le bois de la racine n'est plus protégé par l'écorce protectrice, les champignons lignivores vont attaquer le bois, manger le bois et petit à petit remonter jusqu'au collet. Et un jour, on va avoir un arbre qui va basculer, peut-être quelques années, quelques décennies après la coupe, et ça pose évidemment le problème de la responsabilité, parce que c'est le propriétaire de l'arbre qui n'a rien fait, qui n'a pas maltraité son arbre, qui va être accusé d'avoir un arbre qui fait des dégâts sur une propriété ou sur la sienne. Voilà. Donc ça pose vraiment des gros problèmes. Donc, avec Ophélie, on est en train de justement d'éplucher la jurisprudence sur le sujet pour voir s'il n'y a pas des parades. Donc, on ne vous en parle pas aujourd'hui, mais je profite de l'assistance là pour vous dire que le 5 octobre, on va organiser une journée sur le thème toujours de la protection des arbres à Comble-la-Ville. Donc, vous y êtes invités. Et on va, lors de cette journée, Ophélie va préciser justement quelles sont ces parades qui permettent, dans certains cas, de ne pas se confirmer à ne pas suivre cette loi qui est vraiment destructrice et qui est en contradiction, bien sûr, avec le Code de l'environnement, parce que là, on altère considérablement l'arbre et tous les bénéfices que je vous ai cités au départ. Donc, c'est vraiment un gros problème. Avec le groupe de travail, on essaie de travailler sur ce sujet pour que au moins les arbres remarquables soient protégés.
mais ce n'est pas gagné parce que, comme je vous le disais en introduction sur ce sujet, le droit de propriété est très, très fort et c'est ce qui donne la ligne directrice du Code civil. Mais c'est vraiment un gros problème. Il y a beaucoup d'arbres qui sont altérés et comme cette loi est ancienne, les usagers connaissent très bien cette loi et en font usage. Alors, je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Peut-être qu'on peut juste répondre au plus simple pour éviter de revenir plus tardivement sur des choses qu'on aura déjà évoquées. Il y avait une question sur la limite de hauteur par rapport... alors, c'était au tout début. Entre les propriétés, tac. Même en cas de changement de propriété. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, il y a deux choses. Il y a l'article 671 et 672 qui concernent les distances de plantation. Hein. Donc là, Ophélie vous a donné des exceptions et vous a dit que s'il n'y a pas d'exception, en fait, vous êtes tenu de couper l'arbre à 2 mètres de haut s'il est à moins de 2 mètres de la limite de propriété. Donc ça, c'est une chose. Souvent, les gens font la confusion avec l'article 673 qui ne concerne pas du tout les distances de plantation, mais qui concerne uniquement les branches et les racines qui dépassent chez le voisin. Voilà, si ça répond à votre question. Et il y a souvent la confusion sur ces deux choses, notamment pour la prescription trentenaire. La prescription trentenaire ne s'applique pas pour les branches qui dépassent chez le voisin, ni pour les racines qui dépassent chez le voisin. On la suite? On continue? Vous avez Oui. d'autres questions? Il y avait une question qui demandait de réexpliciter un peu la prescription centenaire. En fait, quand vous avez un arbre sur votre jardin et que pendant 30 ans, il ne se passe rien, donc vous n'avez pas de conflit, tout se passe bien, puis d'un seul coup, votre voisin s'en plaint et il allègue qu'il ne respecte pas les distances de plantation, ce qui est fort possible, s'il n'a rien fait pendant 30 ans, tant pis pour lui. Il ne peut plus agir. Et puis la hauteur, en fait, il faut savoir la hauteur enfin, à partir de quand l'arbre a 30 ans? Est-ce que c'est à sa plantation ou est-ce que c'est quand il a atteint 2 mètres? En fait, là, la jurisprudence nous dit que c'est quand l'arbre a atteint les 2 mètres. Donc, si vous voulez connaître l'âge de l'arbre, en fait, il faut faire soit le couper à 2 mètres de haut, mais ce n'est pas le but, soit avec une tarière de Pressler, c'est un outil qui permet de prélever une carotte, compter les cernes, et si vous avez plus de 30 cernes à 2 mètres de haut, ben vous savez que l'arbre a plus de 2 mètres depuis plus de 30 ans. Voilà. Ou alors des témoignages de pépinière, une facture de pépinière ou des informations sûres, vérifiables. On nous demande si la prescription est-elle encore valable s'il y a un changement de propriétaire. Pour moi, oui, même s'il y a un changement de propriétaire, la prescription centenaire peut jouer. Non. Du coup, on vous disait que dans un premier temps, avec l'article 671, il y avait les règlements qui pouvaient faire échec aux distances de plantation instaurées par le Code civil. Au-delà de ces distances de plantation, le PLU peut également prévoir des outils pour protéger les arbres. Donc, j'ai commencé avec les documents d'urbanisme, du coup. Et dans un deuxième temps, nous verrons les documents contractuels. Donc, dans le PLU, plan local d'urbanisme, vous avez 2 moyens pour protéger les arbres. Les éléments de paysage, donc avec l'article L151-19 et -23 du Code de l'urbanisme, et les espaces boisés classés. Donc, j'ai commencé avec les éléments de paysage. Le règlement du plan local d'urbanisme peut identifier les éléments de paysage, donc les arbres sont bel et bien des éléments de paysage, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Je vous cite juste un extrait de l'article. Cet article est intéressant car il y a quelques petites difficultés d'interprétation. En effet, beaucoup de PLU identifient les arbres sur leur commune, on s'arrête là, ça s'arrête à un simple inventaire.
quid des prescriptions? Le cas échéant, comment l'interpréter? Est-ce que parce qu'on identifie les arbres, il faut nécessairement ensuite les prescriptions qui vont avec, ou c'est juste une option? Ce n'est pas une option. Il faut vraiment accompagner cette identification de prescription. Donc, avec Augustin et une collègue urbaniste, nous avons établi une fiche arbre permettant de donner quelques exemples de prescriptions pouvant permettre la protection des arbres. Deuxième outil, les espaces boisés classés. C'est l'article L113-1 du Code de l'urbanisme. Il présente un intérêt majeur, c'est qu'il soumet toute coupe ou abattage à une déclaration préalable. Vous ne pouvez pas le couper vous-même de votre libre arbitre. Même si vous en êtes propriétaire et que vous avez votre droit de propriété, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Vous devez donc demander une autorisation auprès du maire. L'inconvénient de cet outil, c'est que cela ne concerne que les coupes et abattages, ça ne concerne pas les élagages. Or, ceux-ci peuvent parfois être drastiques et nuisent. C'est la mort activeuse de l'arbre, en fait. Vous ne pouvez pas non plus changer l'affectation ou le mode d'occupation des sols. Donc, vous ne pouvez pas construire une piscine comme ça d'un seul coup. Ça changerait le mode d'occupation des sols, d'autant plus que ça nuirait à l'arbre. Et enfin, il n'y a pas de périmètre de protection. C'est à savoir que s'il y a un arbre et que juste à côté, vous construisez un immeuble, ça peut être à moins de 2 mètres, par exemple. Si c'est un arbre d'un âge assez important, le système racinaire peut se trouver impacté. Et encore une fois, l'arbre peut dépérir très petit. Alors, il s'agit de documents, d'outils réglementaires, mais il existe également des outils un peu plus consensuels qui existent et qui se développent de plus en plus. Donc, je vais laisser Augustin vous en parler. Il s'agit des chartes de l'arbre. Voilà, je voulais compléter les propos de Ophélie sur les éléments de paysage et les espaces boisés classés. Ce qui est très, très important, c'est de définir un périmètre de protection. En fait, très souvent, comme le disait Ophélie, vous avez l'arbre qui est localisé sur un plan que vous retrouvez dans les documents graphiques du PLU, mais en fait, il n'y a pas de périmètre de protection. Et il faut bien savoir qu'un arbre a des racines qu'on ne voit pas, bien sûr, donc les personnes qui n'ont pas l'habitude de végétal peuvent les oublier. Et il faut savoir que les racines peuvent aller très, très loin. Pour certains arbres, notamment pour des frênes, il y a des études qui ont montré qu'un frêne de 30 mètres, par exemple, avait des racines qui se développaient jusqu'à 30 mètres du collet. Donc, c'est énorme. Évidemment, à l'extrémité, ce sont des petites racines très fines, des poils absorbants, etc. Mais les racines vont très loin. Donc, très souvent, on a vu des arbres protégés, soit en espace boisé classé, soit en éléments de paysage, qui ont été conservés dans des aménagements, mais ces arbres sont à proximité immédiate de l'immeuble. Donc, on imagine bien qu'il y a des fondations qui ont coupé des racines, il y a des terrassements qui ont été faits, qui ont décapé le sol et qui ont retiré les petites racines absorbantes. Il y a du compactage, etc. Donc, tout ça, c'est des arbres qui sont normalement protégés, mais que l'on voit à terme dépérir parce qu'ils n'ont pas leur périmètre vital nécessaire pour survivre. Ils ont été amputés d'une façon ou d'une autre, donc ça ne va pas. Alors, dans l'idéal, si vraiment on veut protéger un arbre exceptionnel, quand on le peut, évidemment, ça c'est dans le meilleur des mondes, l'idéal c'est d'avoir un périmètre de protection qui correspond à la hauteur de l'arbre adulte. Bon, évidemment, on ne peut pas avoir de l'espace comme ça dans des zones très urbanisées, souvent c'est très difficile et il faut que la ville puisse vivre aussi. Donc, le minimum, c'est que le périmètre de protection corresponde au développement du houppier. Si vous avez un houppier qui se développe sur un rayon de 10 mètres, eh bien, il faut définir dans le document d'urbanisme un périmètre de protection de 10 mètres, de 12 mètres de rayon, de façon à ce que l'arbre ne soit pas trop altéré.
Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important et c'est généralement pas fait. C'est un point sur lequel j'insiste. En plus des prescriptions que vous retrouvez, comme vous l'a dit Ophélie, pour les éléments de paysage, c'est vraiment deux points très, très importants qui ne sont pas assez développés. On n'exploite pas assez la loi et cette histoire du cas échéant, en fait, il faut l'utiliser au maximum, sinon les arbres sont mal protégés. J'ai vu, j'en profite, j'ai vu quelques questions sur le BC, à quel moment il est établi, c'est au moment de la révision du PLU, par exemple. C'est à ce moment-là qu'il sera établi par la commune. Et il peut concerner tant les espaces publics que les espaces privés. Si votre terrain se trouve en espace boisé classé, vous êtes obligé de demander une autorisation pour abattre. Voilà. Alors, d'autres moyens, mais qui n'ont pas de valeur juridique, c'est de définir une charte de l'arbre. Donc ça, c'est un document qui énonce des grands principes pour prendre en compte l'arbre dans l'aménagement, pour le protéger, pour que les entreprises suivent les bonnes pratiques, etc. Mais bon, ce n'est pas un document qui a une valeur juridique, ça peut venir en plus. C'est aussi un document de communication hein, qui peut être diffusé auprès des habitants pour leur faire comprendre pourquoi les arbres sont plantés à tel endroit, pourquoi on a choisi telle essence, pourquoi on les taille de telle façon, pourquoi on les entretient de telle façon. Donc, c'est essentiellement un document de communication qui est important à mettre en œuvre. Bon, donc, toutes les grandes villes de France ont fait des chartes de l'arbre, mais il y a même des petites communes maintenant qui le font. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'impliquer les politiques, d'impliquer les élus sur le sujet, de faire comprendre de motiver aussi les équipes des services espaces verts et puis de faire comprendre la politique de l'arbre aux usagers, aux habitants. Donc, ces documents peuvent être très élaborés. Il y a par exemple le Grand Lyon, là, qui a été un des pionniers avec la ville de Nantes aussi à faire ces chartes. Donc, elles sont parfois très, très élaborées. Ça va jusqu'à des informations qui sont données aux entrepreneurs pour qu'ils respectent les arbres. Donc, c'est essentiellement un moyen de communication et de mise à plat des choses aussi. Ça implique, parce que quand vous faites une charte de l'arbre, évidemment, les usagers en prennent connaissance et si vous ne suivez pas la charte de l'arbre, évidemment, vous vous faites taper sur les doigts, quoi. Donc, ça permet de mettre les choses noir sur blanc et d'impliquer tous les partenaires. Alors, ces chartes, elles sont souvent réalisées par les services techniques des villes et approuvées, bien sûr, par les élus. Et puis ensuite, elles peuvent être signées, bien sûr, par les entreprises, par la Fédération des travaux publics, par les concessionnaires qui intèrent des réseaux comme GRDF, comme les prestataires de conduite d'électricité, etc., des réseaux, etc., la fibre. Donc, si tous ces partenaires connaissent les principes généraux de la charte de l'arbre, bon, ben, ils y prêtent une attention plus soutenue. Alors là, je vous parle d'un autre moyen qui permet de protéger les arbres. C'est un moyen qui est un outil de mesure qui permet de donner une valeur financière à l'arbre. Donc ça paraît un peu choquant pour les amoureux des arbres de monétariser un sujet qui a bien d'autres propriétés. Mais en fait, c'est un outil qui est utile quand on a face à soi des gestionnaires ou des entrepreneurs qui ne sont pas sensibles au sujet de l'arbre, mais qui ont l'habitude de manier des masses monétaires comme ils le font pour l'achat d'un parc automobile ou comme ils le font pour des travaux de voirie et de réseaux divers, ce qu'on appelle les VRD, ou alors pour l'équipement de la ville avec le mobilier urbain, etc.
toutes ces personnes-là, enfin, toutes ces actions-là ont des montants et on sait quelles sont leurs valeurs. Par contre, un arbre, vous savez sa valeur une fois que vous le plantez. Vous connaissez le prix de l'arbre en pépinière, vous connaissez le prix des plantations. Donc, l'année où vous avez planté les arbres, il n'y a pas de problème. L'arbre vaut tant, c'est bon. Par contre, l'arbre, au cours du temps, pendant des dizaines d'années, pendant des centaines d'années, il prend de la valeur. À savoir qu'il va avoir des valeurs d'aménité qui sont plus importantes, toutes celles que je vous ai citées, les questions de limitation des températures, la captation de carbone, le stockage du carbone, la production d'oxygène est bien plus importante pour un arbre qui est centenaire que pour un jeune baliveau. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, il existe depuis les années 60 des systèmes qui permettent de calculer la valeur des arbres. Ils sont, pour le plus connu, qui s'appelle le barème d'estimation de la valeur des arbres, très simple en fait. Il y a 4 paramètres qui sont pris en compte et qui sont multipliés les uns avec les autres. Donc, depuis 2 ans, avec l'association Copalm et puis un autre organisme qui s'appelle Plantécité, et puis le CIE-CNMA, on a profité des progrès de l'informatique et d'Internet pour créer un système beaucoup plus global qui permet de calculer la valeur des arbres. Donc, on a défini plusieurs indices que vous voyez sur le graphique à droite. Donc, le prix de l'arbre en pépinière, ça c'est la base financière. En fait, cette base, elle est calculée dans l'application directement. En fait, on a fait la moyenne pour chaque essence des prix des végétaux en pépinière. Et donc, vous ne pouvez pas changer ce paramètre. L'avantage de cette application, c'est qu'elle ne peut pas être remaniée. En fait, elle est gratuite, elle est sur Internet. Le calculateur, à partir des informations que vous donnez à l'application, va vous donner un prix qui sera le même à Marseille ou à Montpellier ou à Nice ou à Lille ou à Strasbourg ou à Brest. C'est une application qui n'est pas modifiable. Alors, les différents paramètres qui sont très objectifs, c'est le prix de l'arbre en pépinière, les bienfaits de l'arbre, les énergies qui peuvent donner. Donc, là, vous avez des paramètres qui font monter la valeur de l'arbre, comme vous le voyez sur l'histogramme, d'autres qui font baisser la valeur de l'arbre. Les dimensions, par exemple, font monter la valeur de l'arbre, l'esthétique, le fait que l'arbre soit bien géré, font monter le prix de l'arbre, etc. Donc, il y a des paramètres qui sont exhaustifs et pour chacun de ces paramètres, vous avez des curseurs qui font monter ou descendre le prix de l'arbre. Donc, ça, c'est une première chose. À partir de ce montant qu'on appelle la valeur intégrale évaluée de l'arbre, on a un montant qui peut représenter plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça peut être très important. Ensuite, après avoir estimé la valeur de l'arbre, on a un autre système qui s'appelle le barème d'estimation des dégâts, qui, lui, va donner un pourcentage de dégâts par rapport à la valeur initiale. Donc, la même chose, vous rentrez des informations sur les dégâts qui sont faits aux racines, le pourcentage de dégâts faits sur les racines, ou sur le tronc, ou sur le houppier. Et puis, l'application va vous dire, eh bien, en fait, les dégâts représentent 10% de la valeur initiale de l'arbre, ou alors 30%, ou alors 100%. Donc, ça, c'est intéressant, de façon à faire prendre conscience aux aménageurs, aux personnes qui vont faire des travaux, par exemple sur la voirie, c'est un système qui s'applique en milieu, sur l'espace public. Hein. Si par exemple vous avez des travaux à faire, faire des tranchées pour enterrer des réseaux, vous allez dire à l'entrepreneur, vous allez mettre dans le cahier des charges le fait que le barème de l'arbre a été approuvé par la commune. Il y a une délibération du conseil municipal qui dit que la commune applique le barème de l'arbre. Et dans le cahier des charges, vous allez dire
vous allez le spécifier et vous allez faire comprendre à l'entrepreneur qu'en effet, s'il coupe des racines lors de sa tranchée, mais il y aura des pénalités. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, ils ne prenaient pas en compte. Et le fait de le prévenir avant, ça permet de trouver des solutions techniques, peut-être pour faire passer le réseau plus loin ou de l'autre côté de la route ou je ne sais quoi, de façon à assurer la protection des arbres. Donc, ça a une valeur préventive, enfin, ça a une fonction préventive essentiellement. Et puis, si jamais il y a des dégâts, eh bien sûr, ça peut être un moyen de répression, quoi. Donc, qui est lourd. Donc, sa valeur d'exemple, là, il y a beaucoup de communes, la plupart des grandes communes l'utilisent maintenant, on a Nantes, Nancy, Lyon, la communauté urbaine de toutes ces villes, Grenoble, Annecy, etc. Puis des petites communes s'y mettent aussi. Donc, c'est intéressant parce qu'une fois que le concessionnaire s'est aperçu que ce barème des arbres est vraiment utilisé, donc il fait attention la fois suivante. Et les arbres sont vraiment assurés. Donc voilà, donc ça peut être utilisé bien sûr par les gestionnaires, hein, et puis par les experts, par les propriétaires. Et puis on va essayer de faire agréer cette méthode une fois dans quelques années par les assureurs et puis par les instances juridiques. Voilà le système en gros. Voilà. Donc ça, je pourrais le détailler après si vous avez des questions sur le sujet. Ophélie est partie. Ouais, il a peut-être eu un problème de connexion. Oui, alors là, c'est plus sa partie, je suis désolé, parce que bon, on travaille beaucoup avec un notaire qui s'appelle Benoît Hartenstein, qui est dans l'Est de la France, et qui a travaillé notamment sur les testaments. Donc, en fait, il est possible de protéger les arbres dans un testament de façon à ce que les arbres puissent perdurer dans le temps avec les générations successives. Ensuite, il y a des clauses qui peuvent être mises dans le contrat de vente. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Souvent, quand vous avez enfin même toujours, quand vous avez une propriété en vente, dans l'acte notarié, vous avez la description du bien avec le détail des pièces, une salle à manger, une cuisine, deux chambres, etc. Par contre, parfois, il n'y a aucune information sur les arbres qui sont dans le jardin ou dans le parc. Et lui prêche pour que les notaires, de plus en plus, reprennent ces informations de façon à ce que les arbres soient considérés comme des choses importantes lors de la mutation, lors de l'achat ou lors de l'héritage, et que les nouveaux propriétaires prennent en considération ces végétaux qui ont un véritable intérêt. Alors, associé à ça, ce qu'il propose aussi, Benoît, c'est que, en fait, à la demande du vendeur ou de l'acquéreur, qu'on puisse utiliser le barème que je viens de vous citer avec la valeur intégrale estimée, vie, de façon à ce que les nouveaux propriétaires prennent vraiment conscience de la valeur des arbres, sans bien sûr faire payer la plus-value liée à l'arbre, parce que on n'est pas encore prêt à acheter des arbres à plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais c'est uniquement un moyen pédagogique pour montrer que les arbres ont de la valeur. Autre moyen qui permet de protéger les arbres, c'est les obligations réelles environnementales. Donc, initialement, ça a été créé par la loi de 2016 pour protéger des espaces naturels intéressants, et tout ça peut tout à fait s'appliquer aux arbres. En fait, l'obligation réelle environnementale, c'est un contrat fait devant notaire qui lie un propriétaire d'arbres, par exemple, et une collectivité. Alors, ça peut être une commune, hein, une collectivité territoriale, un département, un groupement de communes, etc. Et ça peut aussi être des associations. Ça peut être des associations de protection de l'environnement. Donc,
l'association ou la collectivité territoriale prend l'engagement de contrôler tous les ans le fait que le propriétaire gère correctement et de façon raisonnée et écologique ses arbres, et le propriétaire des arbres s'engage à gérer correctement ses arbres, à ne pas les abîmer, à ne pas les maltraiter, à ne pas polluer le sol, etc. Donc, c'est un contrat entre deux parties, entre le propriétaire et la collectivité territoriale ou une association, un contrat sur 99 ans. Donc, c'est un contrat long. Donc, c'est intéressant pour notamment faire le nécessaire pour qu'un propriétaire privé puisse assurer la pérennité d'un arbre qu'il aime beaucoup dans son jardin, par exemple, ou de sa propriété, ou son jardin entier, avec les générations suivantes et avec les acquéreurs. Donc, c'est un moyen fort. Alors, évidemment, il faut trouver les acquéreurs qui sont d'accord avec cette protection forte. Donc, c'est pour ça que les ORE ne se sont pas développés beaucoup, parce que c'est une obligation forte du propriétaire. Mais malgré tout, ça peut s'utiliser pour les arbres. Donc, Maître Hartenstein en a fait pour des alignements. Par exemple, j'ai en tête l'exemple d'un alignement de marronnier, d'un propriétaire, une dame qui a un très bel alignement de marronnier, qui voulait vraiment le préserver sur le long terme, et puis la Ligue de protection des oiseaux. Voilà. Donc, la Ligue de protection des oiseaux vient vérifier tous les ans que ces arbres sont bien entretenus. Ah ben voilà, il y avait une slide sur le sujet. Voilà, avec la petite illustration. Alors, il y a la fameuse loi alignement. Donc, la loi qui est là aussi de 2016, dans la loi biodiversité, avec l'article L353 du Code de l'environnement. Donc, qui permet de protéger très fortement les alignements. Alors, la loi, dans sa version initiale, était très, très, très protectrice. Ensuite, il n'y a pas eu de décret d'application tout de suite. Le décret d'application vient juste de sortir. Et en fait, le décret d'application est un petit peu plus souple que la loi initiale. Mais globalement, pour résumer, en fait, les arbres d'alignement sont protégés. On ne peut pas les abattre sans avoir l'autorisation du préfet. Et donc, qui délègue bien sûr ce contrôle au service forestier des directions départementales du territoire ou aux inspecteurs des sites. Voilà. Donc, ce qui a été précisé dans la loi, puis dans le décret d'application, c'est que ça concerne uniquement des arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte parce que ça ne concerne pas les voies privées avec un passage privé. Par contre, ça peut concerner bien sûr des routes, tout à fait, c'est le plus courant, les alignements en bord de route, mais ça peut concerner aussi les canaux, etc. quoi. Voilà. Donc là, vous retrouvez bien sûr toutes les informations concernant ce décret d'application dans le Code de l'environnement. Et en fait, ce sont les articles R 350-20 jusqu'aux articles R 350-31 qui donnent toutes les procédures de façon à ce que vous puissiez monter un dossier avant de faire les abattages, et ensuite vous avez des questions de compensation, etc., si vous abattez, etc. Donc tout le détail, je ne vais pas dans le détail, mais tout le détail se retrouve dans ces articles dans le Code de l'environnement.
Voilà, avec une déclaration préalable, donc avec un délai d'opposition d'1 mois. Et vous avez la possibilité aussi pour les arbres qui sont dangereux de les abattre de façon urgente et puis ensuite, bien sûr, de le signifier à l'administration et ensuite de replanter et de compenser, quoi. Alors, il peut y avoir des exceptions, ce qu'il n'y avait pas dans la loi, dans les textes initiaux, pour les travaux, les ouvrages d'aménagement, etc. Donc, en gros, ça permet à l'administration de suivre la protection des alignements. Voilà, je vous laisse juste une seconde, le temps de fermer la fenêtre, parce que vous entendez peut-être du bruit derrière moi. Excusez-moi. Voilà, désolé. Alors, comment aller plus loin? Bon, comme vous voyez, il y a des textes, bon, on ne les a pas tous énoncés, hein. Vous avez aussi des textes dans le Code de l'environnement qui permettent de protéger certaines essences, hein, qui sont sur des listes d'arbres protégés. Vous avez aussi la liste des animaux protégés, notamment les insectes et les oiseaux. Donc, si on retrouve des insectes rares qui sont dans cette liste, dans ces arbres, ça permet de protéger l'arbre qui est en fait un lieu de reproduction et de repos. Donc ça, c'est utilisé parfois pour protéger des arbres exceptionnels. Il y a aussi, ce qui n'est pas dans les slides, là, la possibilité de protéger les arbres en tant que monument naturel. Donc ça, c'est une loi qui a permis de protéger initialement les sites, donc une protection très forte. Mais on s'est aperçu que en fait, l'arbre était mortel et que pour retirer le système de protection sur l'arbre qui a disparu, c'est excessivement compliqué. Donc, ces textes n'ont pas été utilisés pendant plusieurs décennies. Et depuis 3 ans, il y a une inspectrice des sites et puis un correspondant, Robert Bailey, de l'association Arbre, qui se sont battus pour protéger un arbre exceptionnel et qui ont réussi à utiliser à nouveau ce système pour protéger un arbre vraiment exceptionnel. Mais bon, c'est des protections lourdes qui sont plus faites pour protéger des espaces que pour protéger des arbres en tant qu'individus. Donc, ce n'est pas complètement l'idéal. Vous avez des arbres qui sont protégés aussi en tant que monument historique. Donc ça paraît complètement fou parce que la loi a été faite initialement pour protéger des bâtiments, mais le fait que l'arbre soit défini dans le Code civil comme un immeuble, parce qu'il ne peut pas bouger, hein, au contraire du meuble, on a pu faire glisser les arbres dans cette catégorie, et il y a certains arbres qui sont protégés en tant que monuments historiques. S'il n'y a aucune protection sur les arbres, parmi celles qu'on vient de vous dénoncer avec Ophélie, il y a moyen aussi, de par le fait que l'arbre est un immeuble, de protéger les arbres dans les rayons de 500 mètres autour d'un monument historique inscrit ou classé. Donc, dans un rayon de 500 mètres, à condition de voir en même temps le bâtiment, enfin l'immeuble et le monument historique, ou de voir l'immeuble à partir du monument historique dans un rayon de 500 mètres, vous avez la possibilité d'éviter les abattages en appelant l'architecte des bâtiments de France et en lui signifiant qu'il y a un abattage dans ce rayon de 500 mètres. Bon, vous avez aussi les SPR qui permettent d'identifier les arbres intéressants dans la commune et puis de les protéger en donnant des prescriptions, etc. Voilà. Bon, vous voyez que c'est assez diffus. Alors, pour conclure, vous avez en fait des textes, comme je vous le disais en introduction, qui sont dans 13 codes différents
Donc, c'est assez important. Vous voyez, code de l'environnement, code de l'urbanisme, code de civil, code rural, mais vous en avez même dans le code des postes et des communications, enfin, dans des choses, des codes vraiment qui nous paraissent improbables, mais on peut y parler d'arbres, code de la voirie routière, etc. Donc, 13 codes différents. Donc, c'est complètement éparpillé. On a identifié 60 articles de loi qui sont répartis dans ces 13 codes. Donc là encore, c'est compliqué à identifier. Le problème est que les gestionnaires, les propriétaires sont un peu perdus par rapport à tout ça et ils ont du mal à protéger correctement leurs arbres, les gestionnaires aussi, les instances juridiques ont du mal aussi à faire appliquer la loi, ce qui fait que les arbres sont globalement pas assez protégés. Et donc, c'est pour ça qu'on a étudié tous ces textes et que on a fait des propositions aux législateurs de façon à faire que les textes soient regroupés dans le Code de l'environnement et qu'ils soient beaucoup plus clairs. Il y a certains textes qui sont incompréhensibles, donc bien sûr qui ne sont pas utilisés. Il y a certains textes qui manquent. Par exemple, on est incapable de dire à quelle distance une collectivité territoriale peut planter les arbres par rapport à la propriété privée. Il n'y a pas de texte, donc on ne sait pas. Les gens des communes ne savent pas. Donc, il y a un flou juridique. Et donc, on a analysé tous ces textes là, avec notre groupe de 40 personnes. On a identifié les textes qui étaient intéressants, les articles qui étaient intéressants, les articles qui étaient complètement obsolètes, qu'il fallait retirer, des articles qui sont à améliorer. Typiquement, par exemple, l'article 673 qui permet de couper les branches en limite de propriété. Là, on comprend que les propriétaires puissent faire valoir leurs droits dans leur propriété, mais par contre, l'arbre a tellement d'intérêt et il en a encore il en a encore davantage aujourd'hui qu'il est nécessaire, si on se réfère à l'environnement, à ce qu'il soit pris en compte d'une autre façon que la prise en compte qui avait été considérée à l'époque de la création du Code civil, quoi. Les choses ont changé, hein. Évidemment, à l'époque de Napoléon, il y avait beaucoup d'arbres, ça ne posait pas de problème, les villes étaient beaucoup plus petites, l'urbanisation était beaucoup plus faible, alors que maintenant, on a des problématiques qui sont complètement différentes, donc il faut faire évoluer la loi. Et puis, on a proposé aussi de nouveaux textes. Alors, je vais vous les citer maintenant. On propose deux protections, des arbres ou groupes d'arbres protégés d'intérêt local, qu'on appelle les AGAP. Donc, ça consiste à l'initiative des élus locaux à protéger l'arbre et un périmètre avec des prescriptions qui sont déjà données dans la loi, parce que je vous ai dit tout à l'heure que avec les textes de la loi concernant les éléments de paysage, on avait la possibilité de donner ces prescriptions, mais souvent elles ne sont pas données. Donc, pour faciliter les choses, on propose quelque chose de beaucoup plus simple avec des prescriptions qui sont déjà données, donc à l'initiative des élus locaux, intégrés dans le plan local d'urbanisme, avec bien sûr un périmètre de protection à la fois de la partie aérienne et puis bien sûr de la partie souterraine. On a en fait un volume cylindrique dans lequel l'arbre est complètement protégé. Et puis, un niveau supérieur de protection pour vraiment les arbres qui sont exceptionnels, qui ont un intérêt national, donc les arbres au groupe d'arbres protégés d'intérêt national. Donc là, ça serait des arbres qui seraient identifiés par la commission des sites et qui seraient suivis par les inspecteurs des sites. Alors, ce que l'on propose aussi, c'est qu'il y ait un référent arbre, à savoir pour les collectivités territoriales, notamment pour les groupements de communes, de façon à ce qu'il n'y ait pas un référent arbre dans chaque commune, parce que certaines communes ne peuvent pas, parce qu'elles sont trop petites, et puis il peut y avoir des conflits d'intérêts entre un élu et puis ses administrés. Donc, l'idée, c'est de dégager cette attribution à une personne qui
qui fait partie de la communauté d'agglomération, qui fait partie de la communauté de communes. Donc, il y aura un rôle de conseil, de médiation. Les élus sont très, très souvent confrontés à des problèmes de voisinage, comme vous le savez sans doute, un problème de contrôle aussi, du suivi de la loi, et puis une question d'instruction et d'autorisation pour l'application de ces lois. Voilà. Voilà globalement. Et puis, il y a un autre sujet qui n'est pas abordé dans la slide, mais il faut absolument qu'on définisse des règles beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles d'utilisation concernant la cohabitation entre les réseaux, donc les réseaux enterrés, les réseaux aériens, et puis l'arbre. Avec son réseau racinaire aussi, il y a beaucoup de conflits et il faut qu'on trouve des moyens pour que, notamment, par exemple, que les arbres puissent laisser passer la circulation tout en développant leur houppier au-dessus de la voie publique, parce que les arbres de l'espace privé peuvent être intéressants aussi, ont toutes ces aménités qui sont intéressantes sur l'espace public. Donc, pour l'instant, on est obligé de couper en limite de propriété entre l'espace privé et l'espace public, on est obligé de couper à l'aplomb de la limite des propriétés. Donc, évidemment, c'est nécessaire pour que les camions passent, pour que les véhicules agricoles passent, pour que les lignes électriques passent, mais on peut tout à fait imaginer que ces arbres soient mis au gabarit, bien sûr, qu'ils soient élagués sur 6 mètres d'eau, mais que leur houppier se développe au-dessus de la voirie. Donc ça, c'est un exemple concret de cohabitation qui serait à mettre en place de façon raisonnée et en concertation, bien sûr, avec tous les réseaux, parce qu'on a besoin de pouvoir se déplacer, on a besoin d'avoir Internet, on a besoin d'avoir le téléphone, l'électricité, etc. Ça, c'est sûr. Mais il faut aussi que l'arbre puisse prendre la place qui lui est nécessaire. Voilà. Pour conclure, avant les questions, vous allez retrouver sur le site qui s'appelle arbrecae77.fr des fiches techniques qui reprennent toutes les informations que l'on vient de vous donner concernant la législation. Donc, il y en a sur les distances de plantation, il y en a sur l'élagage, il y en a sur la protection réglementaire des arbres, il y en a sur le fameux article 151-23 pour les éléments de paysage. Bon, vous avez toute une série de fiches qui peuvent vous aider dans la protection des arbres pour vous signifier quels sont ces textes en vigueur. Alors, ce que vous pouvez faire aussi à partir du moment où vous avez identifié la législation qui vous paraît intéressante à appliquer, c'est d'aller, bien sûr, voir les références précises de la loi. Donc ça, vous retrouvez ça sur le site legifrance.gouv.fr. Là, vous avez tous les codes, vous avez tous les textes à jour. C'est vraiment un site qui est très, très bien fait et qui est très facile d'utilisation. Donc là, vous pouvez avoir la loi dans son intégrité et c'est vraiment très, très intéressant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous abonner aux questions posées à l'Assemblée nationale par les députés avec des requêtes précises. Vous pouvez poser des questions sur les arbres, sur l'élagage, sur les abattages, etc. et faire des requêtes de façon à avoir l'information dès qu'elle arrive. Alors, pour moi qui suis pas juriste, c'est vraiment intéressant parce que les députés posent des questions qui leur sont transmises par leurs administrés, des questions très pratiques, et vous avez la réponse du ministère portée par le ministre avec des mots simples, etc., et qui permettent de bien comprendre comment appliquer la loi. Donc, sur le site Arbre du CAUE, on a intégré toutes ces questions depuis un certain nombre d'années. Vous pouvez les retrouver sur les sujets précis. Par exemple, un arbre dépasse chez le voisin, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Donc, c'est des documents qui sont intéressants. Et puis, vous avez aussi les circulaires. En fait, les circulaires ne sont pas des textes de loi. En fait, les circulaires, ce sont des instructions qui sont données par le ministre à ses services. Donc, il y en a pas mal, notamment pour la voirie routière. Et vous pouvez retrouver ça sur circulaire.gouv.fr.
Voilà. Donc, j'ai fini mon exposé. On pourrait en parler pendant très longtemps. Si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très clair. Alors, moi, j'ai noté plusieurs questions qui venaient au fur et à mesure de votre intervention. J'avais notamment plusieurs questions qui sont revenues sur les questions des pénalités lorsque les espaces boisés classés ne sont pas respectés. Donc, que prévoit la loi en cas d'infraction? Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur les sanctions et les amendes pour non-respect de ces espaces Alors, boisés? j'ai plus en tête les montants, hein, mais le problème, c'est qu'une fois qu'un arbre est coupé, il est coupé. De toute façon générale, les services de la direction, les services forestiers de la direction départementale du territoire demandent de replanter, quoi, ça c'est sûr. Mais évidemment, une plantation d'un jeune plant ou d'un baliveau ne compensera jamais une plantation enfin, ne compensera jamais un arbre qui était centenaire, ça c'est sûr, hein. Mais sur les montants, je n'ai pas l'information. On avait une question aussi sur la possibilité d'émettre une délibération par le conseil municipal pour créer un espace boisé classé avant la révision d'un PLU. Est-ce que c'est une chose qui est possible? Par rapport à la valeur intégrale estimée? Non, pour l'espace boisé classé avant la révision d'un PLU, est-ce que c'est possible de le faire par délibération du conseil municipal? Mais ça doit suivre alors ça, c'est très complexe, hein. Moi, je ne suis pas urbaniste, mais vous avez toute la procédure de la révision du PLU. Alors, il y a certaines choses qui peuvent être faites juste de façon assez simple et d'autres qui demandent carrément une révision du PLU global où vous reportez plusieurs nouvelles informations dans le PLU. Mais je ne connais pas la procédure exacte. Ça, c'est vraiment très complexe, hein, avec tout ce qui concerne le travail du commissaire enquêteur et les différents délais, etc. Je préfère rien vous dire parce que je ne connais pas le détail, hein. On avait une question En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il est excessivement difficile de déclasser un espace boisé classé. Je ne sais pas si Ophélie vous l'a dit, mais alors qu'un élément de paysage est plus facile à déclasser. Donc, quand on arrive à déclasser un espace boisé classé, qui peut être un espace déjà boisé, mais ou aussi un espace aboisé, hein. Les espaces boisés classés ne sont pas forcément des espaces qui sont déjà boisés. Ça peut être des zones que vous définissez sur le territoire en disant ici, on va planter, on va faire une forêt. Donc ça, c'est des choses qui sont difficiles à déclasser et généralement, quand il y a des classements, il faut qu'il y ait bien sûr compensation, il faut que vous replantiez ailleurs et généralement, il faut que vous replantiez davantage que ce que vous avez déboisé. Voilà. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit non plus sur les espaces boisés classés, c'est que vous pouvez, c'est une loi qui a évolué dans le temps. En fait, initialement, c'était prévu pour des espaces, comme son nom l'indique, donc des surfaces, des zones importantes, plus ou moins importantes, mais au fur et à mesure du temps, la loi a évolué et elle permet maintenant de protéger des alignements, des haies, des parcs et même des arbres isolés. Vous pouvez tout à fait mettre en espace boisé classé un arbre avec une protection très forte contre l'abattage, hein, c'est ce qu'on vous a dit. Par contre, ça s'arrête là. Et un arbre, c'est un organisme vivant. Si vous coupez une branche de façon incorrecte ou une racine, ou si vous écorcez le tronc, l'arbre va finir par mourir. Mais l'espace boisé classé ne considère pas cette chose-là. L'espace boisé classé est fait pour protéger des surfaces avec un nombre important d'arbres. Si vous abattez un arbre, bon, l'arbre n'est pas là, mais vous allez avoir de la régénération, il va y avoir la forêt qui va revenir dans un espace avec plusieurs arbres. Par contre, si vous dégradez un arbre solitaire, il est dégradé. S'il est fortement dégradé, il va finir par mourir.
Et ça, l'espace boisé classé pour l'arborique ne considère pas que la dégradation est néfaste. Alors, on avait une question aussi sur la charte de l'arbre. Donc, en cas d'intégration à un document général de consultation publique, la charte de l'arbre ne peut-elle pas faire partie des pièces contractuelles d'un marché pour pouvoir mettre les entreprises ou Donc, tout les chartes de... intervenant ouais, Oui, excusez-moi. Les chartes de prendre la l'arbre, responsabilité à ce sujet et les pénaliser le cas échéant. Donc, oui, en fait, l'utilisation des chartes. c'est plus ou moins élaborer une charte. Vous avez des chartes très simples donnant des intentions, des grandes intentions avec quelques paragraphes, enfin quelques lignes, quoi. Ça peut être excessivement simple en donnant des bonnes intentions. Par contre, vous avez des chartes qui sont très, très élaborées, comme celle des grandes villes que je vous citais tout à l'heure, et celle qui fait référence, c'est le Grand Lyon, où vous avez les grandes intentions, un document pédagogique, mais associé à ça, vous avez des prescriptions techniques que, bien sûr, vous mettez dans les marchés. Hein. Eh bien, alors, on a quelques questions. Donc, pareil, quelles sanctions en cas de non-respect de l'ORE donc ça, c'est... Je ne sais pas. Je préfère, je ne sais pas, il faut, là, plongez-vous dans les textes, hein, allez voir les références des articles concernés, c'est noté, hein, vous avez des contraventions de classe 1, 2, 3, 4, 5, enfin, il faut aller voir les textes, hein. Je ne les ai pas en tête. On avait une question sur l'article L350-3 du Code de l'environnement à propos des arbres du bocage. Des bocages, pardon. Est-ce qu'ils sont compris dans une... Alors là, la loi spécifie bien que ce sont des allées d'arbres. Je vais vous le dire le texte. Des allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique. Donc la définition est précise, mais pas complètement précise, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un alignement. Là, on a demandé à un ministère qui nous précise, mais ils ne l'ont pas précisé, donc c'est la jurisprudence qui va nous le dire sûrement. Est-ce qu'un alignement, ça peut être considéré par le fait qu'il y a 3 arbres qui sont plus ou moins alignés, ou est-ce qu'il en faut un certain nombre? Ça, c'est pas défini, à ma connaissance, par la loi ni par le décret d'application. Donc, vous parliez d'une haie, là, c'est ça? Je ne pense pas qu'elle rentre dans le... Ouais, j'imagine que c'est... on parle bien d'alignement d'arbres. C'est pas des arbustes, c'est des arbres de grand développement ou des arbres taillés en rideau qui accompagnent soit des voies de circulation, soit des canaux, mais à condition qu'elles soient ouvertes au public. Je réponds juste à tout le monde. Alors, le webinaire, le replay du webinaire sera disponible pour tous et on va le mettre en ligne donc sur YouTube. Vous allez recevoir le lien vers le replay demain en principe ou en tout cas avant la fin de la semaine. Et vous aurez également à disposition le PowerPoint de M. Bonardo et Mme Touzé. Voilà. Alors, moi, je vous invite à regarder, parce que le PowerPoint, vous n'avez pas tout. Il y a beaucoup de commentaires qui accompagnent les titres. Donc, allez voir en priorité les fiches conseils qui sont sur le site Arbre, que vous pouvez mettre en ligne, bien sûr, aussi. Vous pouvez reprendre. Alors, ces fiches, on essaie de les actualiser parce que la loi change en permanence, hein, et on essaie, dans la mesure du possible, de les actualiser. Bon, on a toujours des questions de charge de travail et parfois on est un petit peu en retard, mais essayer de les prendre à la source, c'est pas pour faire de la pub pour le site, mais on retrouve sur Internet beaucoup de fiches qui ont été copiées, mises dans d'autres sites, etc. Et parfois elles sont complètement obsolètes, donc essayer d'aller à la source. Alors, on avait une intervention qui nous est très intéressante de voir qu'on peut essayer de valoriser l'arbre. Et y a-t-il la même logique qui permettrait de valoriser les paysages? Oui, alors il y a la loi paysage, mais ça, je n'entre pas dans le sujet parce que je ne la connais pas.
Alors, quel moyen a le CAE de faire appliquer tous ces articles de loi par les DDT et par les préfets? Par les DTT, et puis Par les DDT et par les préfets. ah oui, ben, nous au CAU, on a un rôle de conseil. Donc là, on a travaillé, on a fait un défrichage du sujet parce que jusqu'à ce qu'on s'en occupe, il n'y avait pas vraiment de... Si, il y avait un document qui avait été fait par le ministère de l'Environnement, mais comme je vous dis, la loi change souvent. Donc, on a fait un gros travail de défrichage pour essayer de remettre tout ça à jour. Et après, on fait de la communication, hein. Donc, nous, on est en permanence auprès des communes pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire. On est en contact avec les propriétaires d'arbres aussi, notamment les propriétaires d'arbres remarquables, pour essayer on a identifié pour tous les arbres remarquables les moyens de les protéger de façon pérenne, justement. Puis c'est du conseil aux professionnels, c'est des participations à des colloques ou à des journées de sensibilisation comme celle de ce soir. Nous, on fait que de la sensibilisation, hein. On n'a pas de pouvoir on n'a pas de pouvoir sur les DDE ni sur les préfets. On peut juste, mais ils connaissent déjà bien le sujet, hein. Alors, on avait des questions un peu avec des situations un peu plus personnelles. Peut-on attaquer un voisin qui a supprimé un chêne de plus de 120 ans en EBC et la mairie qui n'a rien fait? Que peut-on faire pour la pousser à agir? Mais ça, il faut contacter la direction départementale du territoire, le service forestier. Alors, le service forestier, le problème qui se pose, c'est que c'est des toutes petites équipes. En Seine-et-Marne, on a 2 ou 3 forestiers qui ont à gérer toutes les forêts, enfin, qui ont à suivre déjà tous les plans simples de gestion pour les forêts privées, hein, donc un travail énorme. Et maintenant, ils ont à suivre aussi ces ces espaces boisés classés, là, et souvent, c'est sur dénonciation, hein, c'est comme les impôts, hein. Si ces services-là ne sont pas informés, à moins que ce soit vraiment des gros déboisements, etc., souvent les propriétaires passent à côté, malheureusement, mais le problème, ça va être le problème aussi pour la loi alignement, hein. Il y a tellement d'alignements en France que les services de l'État ne sont pas forcément calibrés pour faire leur rôle de gendarme. On avait une question sur le PLUIH, qui est un PLH qui a été annulé. Ce qui était en EBC serait annulé ou bien pas du tout, reste-t-il en EBC? Ben, là, c'est pareil, hein, je ne suis pas urbaniste, mais normalement, les espaces boisés classés vont rester en espace boisé classé, hein. S'ils étaient initialement en espace boisé classé, tant que le nouveau PLU n'est pas adopté, c'est l'ancien qui fait foi. Ouais, à ma connaissance, hein. Je vous dis, je ne suis pas urbaniste, hein, mais a priori, c'est ça. Alors, sur la question sur la VIE, lorsqu'on utilise la VIE pour estimer la valeur d'un arbre coupé, est-ce que la valeur obtenue tient compte de la replantation? Non, non, ça, vous pouvez l'ajouter. En fait, ça prend en considération uniquement le prix de l'arbre en place. Ça ne prend pas en considération la replantation avec l'achat d'un nouvel arbre, les travaux de plantation, les travaux d'entretien, ça ne s'est pas pris en compte. Alors, il y a certaines villes qui, en plus de la valeur intégrale estimée, oui, ajoutent ces travaux de plantation. Mais c'est faisable ou pas, parce que quand vous avez un gros arbre, hein, vous allez vite en dizaines de milliers d'euros. Alors, est-ce qu'il faut rajouter quelques milliers d'euros en plus? Je ne sais pas, c'est assez à voir. Alors, ce qui est important à dire aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est que cette valeur intégrale estimée, bien sûr, elle augmente avec les dimensions de l'arbre. Donc, souvent, quand vous faites des très belles plantations, avec des bons choix de végétaux, des arbres de qualité, des plantations faites dans les règles de l'art, etc., vous pouvez avoir un très bel alignement d'avenir, et malgré tout, ou une plantation d'avenir, hein, tout simplement, et malgré tout, la valeur vie est relativement faible.
C'est pour ça qu'il faut associer ce moyen, bien sûr, avec une législation adaptée. Vous pouvez très bien utiliser la valeur intégrale estimée vie, mais aussi pour les jeunes plantations. Moi, je vous incite à les mettre soit en 151-23, soit à savoir en éléments de paysage, soit en espace boisé classé. Mais on est plus favorable au 151-23 avec tout ce que vous avez expliqué au fil. On avait une question sur la question des compensations. Ne peuvent-elles pas se faire sur des critères de stockage de carbone, d'indice de canopée ou autre? Alors, pour la loi alignement, la question est pour la loi alignement. Je crois que c'était pour la loi alignement. Oui, c'est pas prévu. Hein. Enfin, la loi est encore assez ouverte. Hein. Il faut que vous donniez quand vous abattez, il faut que vous donniez des indications sur ce que vous allez faire pour compenser. Donc, normalement, le décret d'application est tout neuf, donc on va voir comment ça s'est appliqué après, mais normalement, ce qui est prévu, c'est des plantations en regarni dans l'alignement. Si vous coupez un arbre dans un alignement, vous replantez en regarni à cet endroit-là. Si vous avez un alignement qui est vraiment, qui a plus d'intérêt esthétique, c'est prévu dans la loi aussi, et que vous pouvez plus replanter parce qu'il n'y a pas de place, etc., vous pouvez compenser en plantant à proximité, je ne sais plus les termes exacts du texte, mais oui, c'est ça, à proximité des alignements concernés. Donc voilà, généralement, l'esprit de la loi, c'est de replanter des arbres. Hein. Alors, on a une autre question. Peut-on faire classer un espace boisé privé? Ah, bien sûr. Oui, oui. Les espaces boisés classés, les éléments de paysage, avec la 151-23, ça s'applique aussi bien sur l'espace public que sur l'espace privé. Avec bien sûr toute la procédure hein, de la révision du PLU. Donc, c'est pas... ça doit suivre la procédure avec l'enquête publique, avec le commissaire enquêteur, etc. C'est très, très, très cadré. Hein. Alors, je vois En effet, si vous êtes propriétaire privé et que vous voulez protéger votre arbre ou faire protéger à la limite celui du voisin, vous pouvez très bien aller en mairie et leur dire il y a un arbre qui est exceptionnel, j'aimerais bien qu'il soit protégé en éléments de paysage. Lorsque vous ferez votre révision du PLU, vous pouvez faire un courrier, pourquoi pas un courrier recommandé pour dire au maire, mais j'aimerais bien que ça soit fait. Et puis après, dans la procédure, par contre, il faut suivre les choses. Hein. Quand il y a la révision des PLU, vous pouvez tout à fait à revenir à la charge pour dire cet arbre-là, il faudrait le protéger. Alors, il y a des communes, il y a beaucoup de communes qui font cette démarche-là en ce moment, hein, même des petites communes hein, qui identifient tous les arbres intéressants qui sont sur leur territoire, qui font une cartographie de ces espaces intéressants, de ces arbres isolés intéressants, de ces alignements intéressants, et puis qui, dans le PLU, les protègent. Donc ça demande, c'est une démarche un peu lourde parce qu'on peut partir de photos aériennes, mais on peut partir aussi de témoignages des personnes qui s'intéressent au sujet, d'informations que peuvent avoir des associations de protection de l'environnement, mais c'est quand même un travail assez précis, assez lourd. Donc, si vous le faites à l'avance, c'est très bien. Hein. Et vous pouvez, le jour où il y aura la révision, enfin, l'année où il y aura la révision, parce que ça dure longtemps, ressortir toutes ces informations. Et ça arrangera, parce que moi, je vois certaines communes qui veulent se lancer là-dedans et elles n'ont aucune connaissance des végétaux qui sont intéressants sur la commune, elles ne savent pas trop comment faire. Et si des associations ou des particuliers s'intéressent à faire cet inventaire, c'est profitable. Bien sûr. Alors, on avait une question qui était assez précise sur le projet de l'A69. Alors, il y avait... ils ont tranché le système racinaire des platanes en contrebas de la route. Peut-on attaquer l'entreprise de Tosca pour cela? Bon, ça, c'est une question un peu... Oui, je ne connais pas le cas, mais là, vous pouvez faire appliquer la loi, bien sûr. Hein.
C'est des arbres qui étaient protégés avec tous les systèmes que je vous ai expliqués et qui n'ont pas été protégés. Là, vous pouvez les mettre en cause. Et puis, mais ça ne doit pas être le cas, hein, si la valeur intégrale est estimée, le barème d'estimation des dégâts est pris en compte par la collectivité sur laquelle il y a cet arbre, ça peut être pris en compte aussi. Hein. Ou le concessionnaire, mais moi, pour l'instant, je n'ai pas connaissance de maître d'ouvrage pour des autoroutes qui ait utilisé Vibed, mais ça pourrait. Hein. Il y avait une question sur n'y a-t-il pas de contradiction avec la réglementation en matière d'incendie? Une dernière question. Je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas étudié le sujet et puis on n'est pas concerné tellement en Seine-et-Marne. Bon, il y a une législation spécifique hein, sur ce qui s'appelle la DFCI, Défense des forêts contre l'incendie, que vous retrouvez dans le code forestier qui stipule bien les choses de façon justement à éviter que les forêts s'embrassent de proche en proche et puis qu'elles attaquent aussi les zones urbanisées, quoi. Enfin, que le bois attaque, que le feu attaque les zones urbanisées. Mais ça, vous retrouvez ça dans la défense des forêts contre l'incendie. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez avoir toutes les informations. DFCI. Alors, bon, la dernière question sur l'autoroute dans le Tarn, si l'autorisation de travaux est ancienne, est-ce que ça peut être l'ancienne réglementation, autorisation d'urbanisme qui vaut dérogation à l'interdiction d'abattage? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. C'est une question assez précise. Très précise. C'est vraiment des questions d'urbanisme. Je suis désolé, je suis juste un forestier. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté de manière très claire et vraiment très instructive cette question de la protection des arbres. Merci à vous. Je vous répète, si ça vous intéresse, là, cette journée du 5 octobre, où vous aurez des choses beaucoup plus détaillées avec vraiment des spécialistes de chaque sujet. Voilà. Et puis, vous pouvez regarder aussi sur le site Arbre du CAUE les dernières journées qu'on a organisées sur ce sujet. Vous pouvez regarder sur Plantes et Cités aussi des webinaires qu'on a fait vraiment beaucoup plus détaillés sur Vibed. Donc ça, c'est des sources d'informations qui peuvent vous intéresser. Et donc, vous retrouvez le replay de ce web atelier très bientôt avec le PowerPoint, mais donc avec aussi toutes les informations qui sont sur le CAUE, le site du CAUE, voilà, le site Arbre. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir et très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup Monsieur Bonardo, encore une fois. Merci à vous, merci pour votre attention. Et voilà, à très vite pour un nouveau web atelier, donc la semaine prochaine sur les principes de France. Merci beaucoup.